Nos quatre animaux discutaient passionnément du réchauffement climatique. Il y avait là Albert, l'éléphant scientifique, Gaston, le hibou philosophe, Bruno, le lion moraliste, et Léonard, le singe artiste. La crise du réchauffement climatique accaparait toute leur discussion. Ils remarquèrent quelque chose d'étrange et mystérieux. Des lueurs scintillantes et des bruits étranges semblaient émaner d'un endroit précis au cœur de la forêt. Albert, avec sa sagesse scientifique, proposa d'utiliser ses grandes oreilles pour écouter attentivement les sons qui se faufilaient à travers les arbres. Et il concentra son attention, essayant de déchiffrer les messages cachés dans ces bruits mystérieux. Pendant ce temps, Gaston, le hibou, avec sa vision perçante et sa capacité à voir dans l'obscurité, scrutait les environs pour repérer des indices. Son regard aiguisé repéra des reflets lumineux provenant d'un endroit caché parmi les feuilles et les branches. Bruno le lion, avec son instinct protecteur et sa puissance, décida de s'approcher courageusement de l'endroit mystérieux. Son museau puissant captait des odeurs inconnues, alimentant sa curiosité et son anticipation. C'est alors que Léonard le singe, avec son agilité et sa curiosité, grimpa habilement aux arbres et sauta de branche en branche pour observer la scène d'en haut. Il pouvait voir une lueur étrange qui émanait d'un objet enfoui dans la terre. Les animaux se regardèrent, réalisant qu'ils étaient sur le point de faire une découverte extraordinaire. Cet artefact était dit, dans les textes anciens, avoir le pouvoir de préserver l'équilibre de la nature et de contrôler les éléments eux-mêmes. Et plus les animaux se rapprochaient, plus l'artefact brillait. Mais ils savaient que si cet artefact tombait entre de mauvaises mains, il pourrait causer des ravages encore plus grands pour la planète. C'est alors qu'un renard rusé, du nom de Machiavel, observait attentivement les efforts du groupe. Machiavel était connu pour sa ruse et sa capacité à manipuler les autres animaux à son avantage. C'était l'occasion de tirer parti de la situation et il décida de semer la discorde parmi le groupe. Machiavel s'adressa à l'éléphant en le prenant à part. « Bonjour Albert, j'ai entendu parler de tes recherches sur le réchauffement climatique. Je dois dire que je suis un peu sceptique à ce sujet. » « Ah bon ? Qu'est-ce qui suscite donc ton scepticisme ? » « Eh bien, tout d'abord, je me demande si tes données sont vraiment fiables. Tu sais, il y a souvent des erreurs, des biais dans les études scientifiques. » « Ah oui, je comprends tes préoccupations, mais je peux t'assurer que mes recherches reposent sur des données vérifiables. Je ne veux pas tomber dans les emails piratés du ClimateGate. Les scientifiques ne dissimulent pas les données. J'ai utilisé des méthodologies rigoureuses pour obtenir des résultats précis. Ouais, peut-être, mais je me demande si ta méthodologie elle est vraiment complète. Y a-t-il pas des facteurs que tu as omis de prendre en compte ou des variables un peu cachées que tu n'as pas mesurées ? Cela pourrait affecter tes résultats et conduire à des conclusions erronées. Ton modèle m'apparaît bien simpliste. Ah, je fais de mon mieux pour tenir compte de tous les facteurs pertinents. Mais je te l'accorde, il y a toujours de la place pour l'amélioration. J'ai également lu une étude d'un rhinocéros, Marc Morano, qui semble contredire tes conclusions. Il semble vraiment y avoir un débat là-dessus en cours et ça me laisse perplexe. Tu ne serais pas vous n'êtes pas tous d'accord là entre vous ? Il est vrai qu'il peut y avoir des divergences dans les résultats scientifiques et c'est une partie normale du processus scientifique. Cependant, tu sais, la grande majorité des études soutiennent les effets néfastes du réchauffement climatique et la nécessité d'agir. Enfin, je me demande si tu n'es pas influencé par tes propres intérêts personnels. Ne voudrais-tu pas simplement accroître ta renommée pour rester le roi de la jungle en utilisant ce soi-disant défi ? Libre à toi de croire cela, mais sache que mon engagement est envers la recherche de la vérité et la protection de notre environnement, et rien d'autre. Machiavel se dirigea ensuite vers le hibou Gaston. « Ah Gaston, j'ai entendu que tu es un fervent défenseur de la vérité et de la connaissance. Permets-moi de te confronter à une question épineuse. La vérité est-elle réellement absolue ? Machiavel, tu sais bien que la quête de la vérité est au cœur de ma réflexion philosophique. Mais attention, je te vois venir.
Cela ne signifie pas que tout est relatif. Il y a des faits objectifs qui doivent être pris en compte. Bien sûr, Gaston, mais n'oublie pas que la vérité peut être manipulée et interprétée de différentes manières. Ne crois-tu pas que parfois, dans des circonstances exceptionnelles, que l'utilisation de la ruse et de la manipulation peut servir à une cause plus noble, comme la lutte contre le réchauffement climatique? Machiavel, je comprends ton point de vue, mais je reste fidèle à l'idée que l'intégrité intellectuelle et la recherche de la vérité sont primordiales. La ruse peut sembler au départ séduisante, mais elle risque d'entraîner des conséquences imprévisibles et de détourner notre attention des véritables solutions. Utiliser la manipulation des faits ne peut qu'obscurcir la compréhension et brouiller les véritables enjeux. Machiavel, voyant Gaston assez réticent, alla voir le lion Bruno et lui posa la même question. Ah, Bruno, le noble gardien de la morale, dis-moi, la fin justifie-t-elle parfois les moyens? Si nous pouvions utiliser les tactiques rusées pour sensibiliser les gens au réchauffement climatique et provoquer des changements positifs, ne devrions-nous pas le faire? Ce sont des pratiques qui vont à l'encontre de mes principes moraux. Bruno, comprends-moi bien, je suis d'accord avec toi sur l'importance des valeurs morales. Cependant, dans des situations exceptionnelles, lorsque l'avenir de la forêt est en jeu, est-il possible que l'utilisation de tactiques trompeuses puisse être justifiée pour atteindre un objectif plus noble? Machiavel, je peux comprendre l'idée que sauver la forêt est d'une importance cruciale, mais cela ne signifie pas que nous devons sacrifier nos valeurs morales pour y parvenir. Les manipulations et les tromperies ne peuvent qu'engendrer la méfiance et la discorde au sein de la forêt. Tu te rappelles de la société pétrolière ExxonMobil? Elle a été accusée d'avoir manipulé et trompé le public sur les liens entre l'activité humaine, les émissions de gaz à effet de serre et le réchauffement climatique. Alors que cette société avait connaissance des impacts du changement climatique depuis les années 1970, mais elle a continué à financer des recherches et des campagnes de désinformation pour semer le doute. Machiavel tenta de déstabiliser alors le singe Léonard, l'artiste de la bande. Léonard, mon ami artiste, laisse-moi te partager une idée intéressante. Penses-tu pas que la manipulation peut être considérée comme une forme d'expression artistique? Une manière de susciter l'attention, de provoquer des réactions et de sensibiliser les autres animaux à la cause de la préservation de la forêt. Renard, en tant qu'artiste, je crois fermement en la puissance de l'expression artistique pour inspirer, émouvoir et provoquer la réflexion. Mais comme un magicien qui utilise des tours pour émerveiller ton public, la manipulation artistique peut créer un impact puissant et susciter une véritable prise de conscience. Renard, je suis un fervent défenseur de l'art de la créativité. Mais je crois aussi en l'authenticité et en la sincérité de notre expression artistique. La manipulation, même dans un contexte artistique, peut créer de la confusion et altérer la perception de notre message. Les faux tableaux de Vermeer n'ont jamais rien apporté au message. Dans la vaste forêt, menacée par le réchauffement climatique, vivait aussi un rhinocéros du nom de Robespierre. Alors Robespierre était connu pour son caractère dogmatique et sa résistance au changement. Il croyait fermement en ses propres idées et rejetait toute remise en question et toute nouvelle perspective. Ah, Albert l'éléphant, je vois que tu te tiens toujours fermement sur tes positions scientifiques. Mais permets-moi de te dire que la science elle-même peut être dogmatique, tout comme Lamarck l'était avec sa théorie de l'évolution. Bonjour, cher ami Robespierre. Je comprends ton point de vue, mais permets-moi de clarifier certaines choses. La science n'est pas intrinsèquement dogmatique. Au contraire, elle repose sur des principes d'ouverture, de remise en question et de recherche constante de la vérité. Bien sûr, il y a des cas isolés où certains scientifiques s'accrochent à des idées, malgré les preuves contraires, mais cela ne définit pas la nature fondamentale de la science. Mais n'est-ce pas là ce que Lamarck a fait avec sa théorie de l'évolution? Il était convaincu de la transmission des caractères acquis,
même lorsque d'autres scientifiques ont présenté des preuves contradictoires. Ne peut-on pas dire que la science est sujette à des croyances rigides et dogmatiques? Il est vrai que Lamarck a défendu sa théorie de manière un petit peu obstinée, malgré les preuves croissantes en faveur de la sélection naturelle de Darwin. Cependant, il est important de noter que la science a évolué depuis l'époque de Lamarck. Les erreurs passées ont été corrigées grâce à un processus d'examen critique, de débat et de recherche rigoureuse. La science est un processus d'autocorrection constant, où les idées sont remises en question et ajustées en fonction des nouvelles preuves et des avancées scientifiques. Mais, mais maintenant, ne peux-tu pas admettre que certains scientifiques actuels sont fermés à de nouvelles idées et qu'ils rejettent toute remise en cause de leurs théories établies? Il est vrai qu'il peut y avoir des scientifiques qui ont des biais et sont réticents à accepter des nouvelles idées. Cependant, la force de la science réside dans son processus collectif, où les idées sont soumises à l'examen de la communauté scientifique. On ne pense pas par soi-même, mais par et avec les autres. Les théories et les idées doivent être étayées par des preuves solides et reproductibles avant d'être acceptées. Si une théorie est réfutée par des preuves convaincantes, eh bien elle sera abandonnée. C'est cela l'essence même de la méthode scientifique. Robespierre interrogea ensuite Gaston le hibou philosophe. Ah, Gaston le hibou, je vois que tu t'adonnes à des réflexions philosophiques. Mais laisse-moi te dire que certains philosophes, comme Kant par exemple, n'avaient aucune tolérance à la nuance et à l'exception. Leur doctrine était rigide et dogmatique. Bonjour, cher rhino dogmatique. Je comprends ton point de vue, mais permets-moi de te donner une perspective plus nuancée sur Kant. Il est vrai que Kant avait des idées fortes et une vision systématique de la philosophie, mais cela ne signifie pas qu'il était complètement intolérant à la nuance et à l'exception. Mais ne peut-on pas dire que Kant avait des règles et des principes immuables dans sa philosophie? Il refusait toute déviation et acceptait aucune adaptation en fonction des circonstances. Il était également conscient de la complexité du monde et de la diversité des situations humaines. Il insistait sur l'importance de la réflexion et de la prise en compte des circonstances particulières. Mais il est important de considérer le contexte historique dans lequel il a développé sa philosophie. Sa pensée était influencée par la période des Lumières et la recherche des principes universels. Bien qu'il puisse sembler dogmatique selon nos critères à nous modernes, il a néanmoins contribué de manière significative à la réflexion philosophique et éthique. Dans une forêt confrontée aux défis du réchauffement climatique, vivait aussi un corbeau du nom de Richelieu. Il était connu pour son ignorance, sa propension à la superstition et son soutien à la censure et à la répression. Il était fermement attaché à ses croyances infondées et il était méfiant envers toute connaissance nouvelle ou différente. Un jour, le groupe d'amis se retrouva face à Richelieu, qui était déterminé à maintenir l'ignorance et la superstition dans la forêt. Bonjour, cher Albert, l'éléphant scientifique, érudit. Je vois que tu es plongé dans tes recherches scientifiques, mais permets-moi de te poser une seule question. Sais-tu que même Isaac Newton, l'un des plus grands scientifiques de tous les temps, il croyait à la métaphysique? Ne penses-tu pas que ça jette un doute sur la validité de la science elle-même? Bonjour, cher Corbeau. Il est vrai qu'Isaac Newton était également intéressé par la métaphysique, mais cela ne remet pas en question la validité de sa science. Newton était un esprit brillant et il a apporté d'importantes contributions à la physique, mais ses croyances personnelles n'ont jamais affecté la solidité de ses découvertes scientifiques. Mais enfin, si un grand scientifique comme Newton croyait en des concepts métaphysiques, ne serait-ce pas une indication que la science elle-même est imprégnée de croyances et d'interprétations subjectives? Ne devrions-nous pas être plus prudents dans nos confiances envers la science? Les croyances personnelles d'un scientifique ne doivent pas être confondues avec les principes et les méthodes de la science.
La science, elle repose sur l'observation, l'expérimentation et la recherche rigoureuse de preuves empiriques. Bien que certains scientifiques puissent avoir des croyances métaphysiques ou personnelles, cela ne remet pas en question la validité de la méthode scientifique et des connaissances établies. Mais, enfin, comment pouvons-nous être certains que les résultats scientifiques ne sont pas influencés par les croyances ou les biais personnels? Ne pourrions-nous pas dire que la science elle-même est imprégnée d'interprétations subjectives et de préjugés? La communauté scientifique a mis en place des mécanismes rigoureux pour limiter les biais et les erreurs. Les résultats scientifiques sont soumis à un processus de revue par des pairs où d'autres scientifiques examinent leurs travaux. De plus, la reproductibilité des expériences est essentielle pour confirmer les résultats. La science est un processus d'autocorrection continue qui permet de filtrer les biais et les influences subjectives. Je comprends tes arguments, Albert, mais je reste sceptique quant à la fiabilité de la science. Ne serait-il pas plus sage d'envisager d'autres explications, peut-être plus spirituelles ou mystiques, pour comprendre les mystères de l'univers? La science ne prétend pas avoir toutes les réponses, mais elle nous offre une méthode systématique et rigoureuse pour comprendre le monde naturel. Les explications spirituelles et mystiques peuvent être personnellement significatives, mais elles ne sont pas fondées sur des preuves empiriques. La science nous permet de repousser les frontières de la connaissance grâce à des observations, des expériences et, je me répète, des théories testables. Le corbeau n'en avait pas fini et il s'attaqua cette fois à Gaston. Bonjour, cher Gaston le hibou, philosophe éclairé. J'ai une question qui me taraude l'esprit. Ne penses-tu pas que la raison humaine est intrinsèquement limitée par la foi? Même René Descartes, un des plus grands penseurs, a dit que la raison avait ses limites et qu'il fallait faire appel à la foi pour atteindre la vérité. Bonjour, cher corbeau. Il est vrai que Descartes a soulevé cette question complexe. Il a fait l'observation que la raison humaine peut être limitée dans sa capacité à tout comprendre, et qu'il peut y avoir des vérités qui dépassent notre compréhension rationnelle. Cependant, cela ne signifie pas nécessairement que la foi est la seule voie vers la vérité. Et si Descartes est l'un des plus grands philosophes de tous les temps, il a reconnu cette limite de la raison, et ne devrions-nous pas remettre en question la validité de la philosophie et de la recherche de la vérité rationnelle? La philosophie ne se limite pas seulement à la raison, mais elle explore également d'autres voies de compréhension comme l'intuition, l'expérience subjective et même la foi. Descartes a souligné l'importance de l'autocritique et de la remise en question. Mais cela ne signifie pas que la philosophie doit être abandonnée en faveur de la seule foi. Mais si la raison humaine est limitée, ne devrions-nous pas embrasser la foi comme un moyen d'atteindre des vérités plus profondes et transcendantales? La foi peut certainement apporter un sens profond et personnel à la vie de nombreuses personnes, mais il est important de reconnaître qu'elle repose souvent sur des croyances non démontrables et subjectives. La philosophie, quant à elle, cherche à évaluer les arguments rationnels et à remettre en question les vérités établies. Elle nous invite à explorer les multiples facettes de la connaissance et à les mettre en dialogue. Ce fut alors au tour de Léonard le singe d'être pris à partie. Salut, cher Léonard le singe, artiste talentueux. J'ai une question qui me trotte dans la tête. N'est-il pas vrai que certains artistes, comme Van Gogh, étaient atteints de maladies mentales? Cela pose de sérieux doutes sur la validité de leur travail et la pertinence de l'art en général. Bonjour, cher Corbeau. Il est vrai que certains artistes, comme Van Gogh, ont souffert de troubles mentaux, ce qui a pu influencer leur perception et leur créativité. Cependant, cela ne signifie pas que leurs travaux artistiques doivent être discrédités et considérés comme moins valables. Mais, enfin, si un artiste est sujet à des troubles mentaux, comment pouvons-nous être sûrs de la sincérité et de l'authenticité de son expression artistique? Ne devrions-nous pas remettre en question, je me répète, leur vision du monde et leur capacité à communiquer des émotions profondes? Les troubles mentaux peuvent certainement influencer la perception d'un artiste et sa manière de s'exprimer, mais ils ne définissent pas nécessairement
la valeur ou la signification de son œuvre. Au contraire, ils peuvent même apporter une dimension unique et profonde à l'art, permettant à l'artiste de transmettre des émotions, des expériences personnelles d'une manière singulière. Le renard, le rhino et le corbeau étaient tous déterminés à imposer leurs idées dogmatiques, manipulant les autres animaux et les maintenant dans l'ignorance et la superstition. Ils refusaient d'admettre qu'ils pouvaient se tromper ou qu'il existait d'autres perspectives valables. Les amis ont finalement découvert que le renard, le rhino et le corbeau n'étaient que les mêmes facettes d'un même personnage, le méchant Xénon, celui dont l'objectif était de s'accaparer le pouvoir de la forêt, dans un but de monopole et d'épuiser ses ressources naturelles. Une fois qu'ils se sont divisés, mais aussi trop absorbés par leurs tâches respectives, les amis ont observé que l'artefact perdait de sa flamme. C'est à ce moment-là que les animaux de la forêt ont pris conscience de l'importance de la collaboration et de l'écoute mutuelle. Ils ont réalisé que l'artefact était bien plus qu'un simple objet, mais plutôt leur force collective. Ils ont compris que l'union coopérative de la science, de la philosophie, de la morale et des arts était la gardienne de l'équilibre de la nature. Ils ont réalisé que la solution du réchauffement climatique se trouvait dans cet artefact, c'est-à-dire le seul guide leur permettant de prendre des décisions éclairées. Alors cette histoire vise à vous motiver en tant qu'ingénieur, en tant que scientifique, à vous engager un peu plus dans les débats de société et à participer aux défis sociétaux auxquels nous sommes confrontés. Elle vous encourage à utiliser vos connaissances et compétences pour faire une différence positive dans ce monde. Vous êtes appelés à rejoindre les Amis de la forêt et à œuvrer collectivement pour préserver notre environnement et promouvoir un avenir durable. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis à bientôt.